Et là, on va passer la parole à Jacques Nikonov, ministre du Travail et de l'Emploi, pour son premier dossier, qui est sorti sur le site legouv.fr, et qui traite du droit opposable à l'emploi. Alors Jacques, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es ce jeune ouvrier soudeur, syndicaliste, puis chômeur, qui décida de reprendre ses études après 10 ans de carrière, l'université, puis Sciences Po et l'ENA. Un parcours pas très commun. Tu as été représentant français de la Caisse des dépôts aux États-Unis, professeur des universités. Tu as été militant CGT, ancien membre du Parti communiste, membre fondateur et ancien président d'ATTAC, fondateur et dirigeant du PARDEM, donc pour une démondialisation qui est un de tes chevaux de bataille. Et tu animes aujourd'hui la Dynamique populaire constituante, donc un projet nouveau, en plus d'être ministre du Travail et de l'Emploi du Gouv. Tout ça avec 24 heures dans une journée. Tu es l'auteur de beaucoup d'ouvrages. J'en ai quelques-uns ici, que je vais pouvoir vous montrer. Chômage, nous accusons. La comédie des fonds de pension. Et Jacques Nikonov, sortons de l'euro, donc restituer la souveraineté monétaire au peuple. Peux-tu, s'il te plaît, nous parler du droit opposable à l'emploi? Alors d'abord, peut-être un mot sur ce que veut dire droit opposable. Pardon. Il y a déjà deux droits qui sont opposables. C'est le droit à la scolarité pour les enfants et c'est le droit aux soins de santé. Eh bien, il s'agit de faire de l'emploi un droit opposable au même titre que le droit à l'éducation et le droit aux soins de santé. Pourquoi, depuis une quarantaine d'années, le chômage reste-t-il à des niveaux si élevés? Il y a deux raisons. D'abord, les classes dominantes ont compris vers la fin des années 70 qu'on pouvait et qu'il fallait organiser le mode de régulation de l'économie, non plus par l'inflation, mais par le chômage. Et le chômage est devenu ce qu'on appelle la variable d'ajustement de l'économie. Et c'est d'ailleurs un motif politique parce que ça permettait aux classes dominantes de rediscipliner le monde du travail par le chômage à la suite de 1968 et des grandes luttes syndicales des années 70 qui avaient permis une inversion de la courbe du partage de la valeur ajoutée en faveur du travail. Ça fonctionnait et la courbe donc s'est redressée, le profit est remonté et le travail a été dévalorisé. Et puis ensuite, du côté du travail, les classes dominées ont lâché prise. Elles ont lâché prise face à la guerre idéologique menée par les classes dominantes et elles ont oublié, ou en tout cas on leur a fait oublier, les leçons des sans-culottes entre 1989 et 1993 et 1793 et les leçons des résistants pendant la Résistance et puis après avec le programme du Conseil national de la Résistance et la période de la libération jusqu'en 1947. Qu'est-ce qu'ont oublié les classes dominées? Elles ont oublié la philosophie politique issue des Lumières, celle des droits humains naturels. Selon cette philosophie politique, toute l'organisation de la société doit tendre vers la mise en œuvre de ces droits naturels. Or, le libéralisme a inversé les priorités. Il a mis la société au service de l'économie, c'est-à-dire au service de l'intérêt des classes dominantes qui possèdent les très grandes entreprises. Et donc, c'est cette inversion qui, aujourd'hui, paradoxalement, paraît naturelle aux yeux de beaucoup de gens. Si on veut résoudre le problème du chômage et de la précarité, il faut donc sortir complètement de l'univers intellectuel dans lequel le néolibéralisme nous a enfermés. Il faut une autre façon de penser et revenir aux sources. Je vais développer 3 points rapidement. Premièrement, donc, le droit opposable à l'emploi s'appuie sur la philosophie politique des droits humains naturels issus des Lumières, fixés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Alors, je ne sais pas si les organisateurs de cette réunion
l'ont fait exprès, mais cette première réunion publique du GOUV, du Conseil des ministres du GOUV, coïncide avec l'anniversaire de la création de la Première République, le 21 septembre 1792. Quel lien avec le droit opposable à l'emploi? Tout simplement que cette République était fondée sur la déclaration des droits de 1789. Et cette déclaration postule que de naissance, chaque être humain possède des droits. Ils sont déclarés naturels parce qu'ils renvoient à la nature humaine, parce que la condition humaine de l'homme est antérieure à toute organisation sociale et politique, et puis parce que, puisqu'ils sont attachés à la condition, à la personne humaine, ces droits sont en même temps universels, c'est-à-dire qu'ils sont la propriété de tout être humain. Ils sont invariables, ils sont éternels, inaliénables, sacrés, imprescriptibles, et ils seront toujours les mêmes dans tous les temps et dans tous les lieux. Ils sont indépendants des religions, des ethnies, des nations, des races et des sexes, des systèmes économiques. Ce sont des droits de l'humanité tout entière. Il existe 5 droits humains naturels et universels déclarés parce que c'est un acte politique fondateur. Ils sont déclarés, ils sont dans la déclaration. Et c'est donc la liberté, l'égalité, la sûreté, la résistance à l'oppression, la propriété. Je mets un petit bémol parce que le droit à la propriété, présenté comme naturel, a été et demeure l'objet d'interprétations contradictoires parce que la propriété ne peut pas, en réalité, être un droit naturel. Elle n'est pas inhérente à la personne humaine et, contrairement aux autres, elle est aliénable. En outre, le droit à la propriété ne peut simplement se limiter aux biens matériels. Il faut ajouter la citoyenneté, la souveraineté, la loi et l'État qui sont ou qui devraient être des propriétés du peuple. Alors, une fois qu'on a dit ça, les conséquences juridiques, politiques, pratiques, démocratiques des droits humains naturels sont évidemment immenses. D'abord, le non-emploi, le sous-emploi, le mal-emploi bafouent les droits naturels que l'on vient d'évoquer. Il y a une contradiction majeure entre la situation que vivent ces personnes et les principes fondamentaux de cette philosophie politique, liberté, égalité, sûreté. Et puis, enfin, cette théorie politique s'oppose à l'autonomie de tous les pouvoirs, c'est-à-dire ceux qui se placent en dehors de la communauté politique des citoyens, le pouvoir de l'économie, de la religion, de la tradition. L'exercice du pouvoir doit donc être encadré dans les limites du droit naturel déclaré. C'est ce qu'ont fait les résistants après la Seconde Guerre mondiale, dans le préambule de la Constitution de 1946. Quand ils créent la sécurité sociale, eh bien, ils passent à l'acte. C'est-à-dire, pour eux, les droits, ce n'est pas de l'encre sur du papier. Ils passent à l'action. Il y a le droit à la santé, le droit aux soins. Et donc, l'État doit être le garant de l'application de la déclaration de 1789 en fonction de son article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Voilà, les choses doivent être ramenées à cet essentiel de l'action politique. C'est l'État, instrument normalement propriété du peuple, c'est à l'État qu'il revient de mettre en œuvre tous les droits que je viens d'évoquer. Je clarifie rapidement, deuxième point, quelques notions, parce que si on veut comprendre les problèmes de l'emploi et du travail, il faut faire un petit déblayage. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que le travail? Ça paraît simple, mais en fait, pas du tout. Le travail, pas du tout, parce qu'on a subi, et on continue de subir, une campagne permanente sur la fin du travail. Alors évidemment, si c'est la fin du travail, c'est normal qu'il y ait du chômage, et donc on ne va pas lutter contre une bataille qui est déjà perdue. Qu'est-ce que le travail? Eh bien, c'est l'activité humaine de production des biens et services qui permettent
de répondre aux besoins individuels et collectifs de la population nécessaires à la conservation et au développement de l'espèce humaine et de son environnement naturel. De tout temps, il y a eu du travail. La pêche, la chasse, l'agriculture, c'est du travail, même s'il n'y avait pas le salariat au temps préhistorique. Et donc, contrairement à ceux qui prétendent que c'est la fin du travail, il y aura toujours du travail si, politiquement, on décide de répondre aux besoins humains. S'il y a du chômage, c'est parce qu'on ne veut pas, que les classes dominantes ne veulent pas répondre aux besoins humains. Qu'est-ce que l'emploi ? Eh bien, l'emploi, c'est le cadre, souvent juridique, dans lequel s'exerce un travail. Il existe deux catégories d'emplois. J'insiste sur ce point parce que pour la suite, c'est très important à comprendre. Il y a les emplois du secteur marchand et les emplois du secteur non marchand. Le secteur marchand, selon l'INSEE, c'est-à-dire les entreprises privées, le secteur marchand, pour être qualifié de secteur marchand, il faut obtenir plus de 50% de ses ressources de la vente. Voilà. Et puis le secteur non marchand, ben, c'est l'inverse. Le secteur non marchand, ce sont les associations, certains services publics, les services de l'État. Eh bien, eux, pour être dans le secteur non marchand, ils doivent obtenir moins de 50% de leurs ressources de la vente. Voilà, c'est ça les définitions statistiques de l'INSEE. On en pense ce qu'on veut, mais c'est la classification, c'est comme ça. Ça n'est pas mauvais comme raisonnement, parce que ça permet de comprendre bien des choses. Les emplois dans le secteur marchand sont créés par les employeurs privés. Mais ils créent des emplois pourquoi ? Ils créent des emplois s'ils ont des marchés ou s'ils ont des anticipations de marché. Sinon, on ne va pas les obliger à créer des emplois. Les emplois dans le secteur non marchand sont créés par décision politique cette fois-ci. La décision politique d'accorder un budget permettant aux associations, certains services publics, certains services de l'État, d'embaucher pour développer leurs services. Conclusion, ce n'est pas le travail qui manque, c'est l'emploi. Et donc, arrêtons de chercher des emplois, cherchons les besoins non satisfaits de la population, car c'est en y répondant qu'on créera des emplois utiles. Troisième et dernier point, démonstration pour financer et créer au moins 7 millions d'emplois. J'aurais pu dire 6 ou 8, ça n'a aucune importance. C'est le raisonnement qui compte et la méthode qui permet après d'ajuster. Alors combien ça coûte, 7 millions d'emplois ? Bon, on part là sur un salaire fixé à 41 000 euros super brut par an. Super brut, ça veut dire qu'on intègre les cotisations sociales, salariales et patronales, et ce qui donne un salaire net moyen mensuel de 1 982 euros. Net, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est-à-dire qu'on intègre dans ce coût moyen les augmentations de salaire dont doivent bénéficier les salariés qui ont été privés d'augmentation de salaire depuis des années. Alors, le coût fait 288 milliards d'euros par an. Cette somme peut paraître élevée, mais quand on rapproche... non, en fait, non. Non, je vois... Ça, ce sont les financiers. Voilà, et je vais le convaincre, et dans un instant, il aura le sourire. Alors, 288 milliards, il faut comparer ça avec, par exemple, les annonces du gouvernement, de Macron, quand on regarde à la fois les annonces et les décisions, parce que des fois, la frontière est un peu difficile à faire. Moi, j'arrive à 603 milliards. Les lois de finances rectificatives, etc. Bon, le dernier plan de relance, bon, 603 milliards. Les prêts garantis par l'État aussi. Voilà. Alors, 603 milliards. Ben, là, en fait, si le gouvernement avait voulu résoudre le problème du chômage, il y avait déjà l'argent. Mais sauf que ces 603 milliards, c'est de l'eau versée sur du sable. Alors que les 7 millions de salaires qui seront versés correspondant à des emplois utiles auront au moins 5 effets positifs sur la société. 1. Améliorer significativement le niveau de vie des classes populaires. 2. Répondre à de multiples besoins sociaux jusqu'à présent délaissés. 3.
générer d'importantes ressources financières pour les régimes sociaux grâce aux cotisations sociales encaissées, 59 milliards d'euros pour les retraites, on reparle des retraites, mais il n'y a pas de problème de financement des retraites, c'est faux. Et puis 19 milliards d'euros pour la santé, et ceci chaque année. Ce qui fait disparaître le trou de la Sécu rapidement, en 1 an, 2 ans, 3 ans, tout au plus. Quatrièmement, susciter une augmentation des ressources fiscales. Et cinquièmement, provoquer un effet multiplicateur de création d'emplois dans le secteur marchand cette fois-ci, grâce à cette injection de pouvoir d'achat liée notamment à la création d'emplois non marchands. D'accord ? Le multiplicateur, c'est on finance des emplois non marchands qui vont susciter derrière de la création d'emplois marchands. Alors, je termine sur quelques chiffres, donc voilà, je vais aller très vite. Les emplois créés dans le secteur marchand. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le secteur marchand, là, concrètement, en termes de création d'emplois ? On peut créer 3 millions d'emplois très vite, dans les 2 ans qui viennent. Premièrement, réduction du temps de travail à 32 heures par semaine sans perte de salaire, potentiel 1,9 million d'emplois. Je ne détaille pas. Il y a des gens qui font des bonds sur leur chaise quand ils entendent ça, etc. On peut les rassurer, les calmer, leur expliquer. On n'a pas le temps maintenant, mais on le prendra. Deuxièmement, conversion des baisses de cotisations sociales patronales en salaire. 1,45 million d'emplois. Troisièmement, d'ailleurs, je prends un exemple, avec le crédit impôt recherche, si on le convertit en salaire, on peut embaucher, les entreprises peuvent embaucher 145 000 jeunes chercheurs qui, au lieu de partir à l'étranger, resteront en France, payés par le dispositif. Troisièmement, effet multiplicateur de création d'emplois dans le secteur marchand grâce aux emplois créés dans le secteur non marchand, j'en ai parlé. Bon, là, je passe, mais il y a des secteurs économiques qui vont bénéficier évidemment plus que d'autres de cet apport de pouvoir d'achat. Je passe le détail, vous avez tout ça sur le site du Gouv. Je précise une chose que, en fait, beaucoup de personnes qui entrent dans le dispositif du droit opposable à l'emploi, essentiellement dans le secteur non marchand, vont en repartir assez vite pour entrer dans le secteur marchand parce que l'effet multiplicateur aura démarré. Quatrièmement, politique de substitution aux importations dans l'industrie, ça a été évoqué, l'agriculture et l'agroalimentaire, grâce à des mesures protectionnistes, augmentation des tarifs douaniers, quotas d'importation. L'État aidera les entreprises françaises à reconquérir le marché national. Résultat, doublement de la production industrielle, de la part de l'industrie dans la valeur ajoutée, dans les 10 ans, 2 millions d'emplois créés. Cinquième et dernier point, différentes mesures comme la répression des licenciements boursiers, l'interdiction des délocalisations, relocalisation avec interdiction de réimporter en France ce qui a été délocalisé. Emploi dans le secteur non marchand, 2 choses. Premièrement, identification des besoins individuels et collectifs de la population à l'échelle des zones d'emploi INSEE et des comités et des bassins de vie, nouveaux espaces de démocratie participative, on n'a pas le temps de détailler. La création d'emplois dans les services publics existants ou à créer, les associations, les collectivités locales permettra de répondre à ces besoins. 10 000 postes d'infirmiers et d'aides-soignants dans les hôpitaux publics, 80 000 postes dans les EHPAD. Et puis, deuxièmement, la réduction du temps de travail aussi dans le secteur non marchand, qui fait 580 000 emplois. Je donne quelques éléments sur les grandes masses pour financer. On a dit qu'il faut 288 milliards. Je vais vous montrer comment on les obtient. D'abord, on va convertir, je l'ai dit, les exonérations de cotisations sociales patronales en salaire, ce qui fait 59,8 milliards. Conversion de certains revenus de transfert en salaire, 54 milliards. Redéploiement de crédits du ministère actuel du Travail et de l'Emploi, 23,5 milliards. Suppression de certaines niches fiscales et affectation du produit au paiement des salaires, 12,7 milliards. Restauration d'un impôt de bourse rénové
et affectation du produit au paiement des salaires, 10,9 milliards. Abrogation de l'IFI, rétablissement et rénovation de l'impôt de solidarité sur la fortune, affectation du produit paiement des salaires, soit 10 milliards, réinvestissement d'une partie des cotisations chômage des 7 millions de nouveaux salariés en salaire, 7 milliards, conversion du crédit d'impôt recherche, 6,5 milliards, taxe Alibaba, dont le produit est affecté au paiement des salaires, 5,8 milliards. Alors Alibaba, pourquoi la taxe Alibaba ? Parce que, vous connaissez tous Alibaba, les 40 voleurs, il se trouve que, selon l'étude du magazine Fortune, il y a 40 milliardaires en France, 40 milliardaires français. Donc là, on crée un prélèvement exceptionnel, annuel, proportionnel, de 2% sur leur actif, qui est de 291 milliards, c'est pas mal. 2%, c'est un prélèvement modeste, mais ça permet d'avoir 5,8. Et puis, c'est comme le robinet d'eau chaude. On tourne, plus chaud, plus froid. Bon, on sait que là, on peut tirer des ressources assez facilement. Et puis, augmentation de 10% du produit de l'impôt sur les sociétés, affectation au paiement. Bon, je m'arrête là parce que je vois que je lasse l'assistance, cette valse des milliards. Je conclus en un mot. On arrive à 195 milliards. Il manque un petit peu d'argent. Eh bien, on va le trouver soit par un prêt forcé auprès des banques à taux faible, pour expliquer ce qu'est un prêt forcé, un prêt obligataire traditionnel et des avances de la Banque de France, des avances de la Banque de France, ou soit un cocktail de ces différentes techniques. Conclusion, on ne peut pas faire ça, c'est dommage. C'est dommage parce que ça permettrait de résoudre le chômage. Et on ne peut pas le faire parce que les traités européens interdisent de le faire. Les traités européens interdisent certaines aides aux entreprises, interdisent des mesures protectionnistes, interdisent le ralentissement de la circulation de la main-d'œuvre et des capitaux, interdisent que les banques centrales prêtent aux États. Bref, on ne peut rien faire. Et donc, il faut soit sortir immédiatement, unilatéralement, sans utiliser l'article 50, parce que la Grande-Bretagne s'est embourbée dans l'article 50 du traité de Lisbonne. Il faut faire fi du traité de l'article 50 et soit donc sortir, tout simplement expliquer aux citoyens pourquoi il faut sortir, et puis, autre solution, suspendre l'application en France des articles les plus nocifs des traités européens. Voilà. Et donc, le dernier mot, c'est que la société à bâtir ne doit avoir pour objectif principal que de réaliser les droits naturels et universels selon le principe de l'auto-organisation de la population et de reprendre le contrôle politique de l'économie. Merci beaucoup, Jacques. Alors, Jacques est rentré dans beaucoup de détails. Est-ce que vous avez des questions à cette table qu'on passera rapidement? Ou Julie, des questions du public? Alors, moi, j'ai des questions. La première, comment envisagez-vous la gestion des syndicats dans le monde du travail? Je pense que un gouvernement ne peut pas gérer les syndicats. Je ne comprends pas la question, parce que les syndicats doivent être libres. Et ce que peut faire et doit faire le gouvernement, le Gouv, c'est de créer des conditions juridiques et pratiques plus favorables à l'action des syndicats. Je vais vous donner un exemple. Je parlais tout à l'heure de la guerre idéologique de la classe dominante. Mais cette guerre idéologique n'a pas été le seul instrument pour rediscipliner le salariat. L'autre instrument a été la répression. Il faut savoir que les statistiques du ministère du Travail montrent que pendant des années, depuis la fin des années 60, environ 15 000 militants syndicaux des entreprises ont été licenciés chaque année. C'est une épuration sociale silencieuse qui s'est faite dans les entreprises pour éliminer les meneurs. Qui étaient les meneurs? C'était souvent des militants de la CGT et du Parti communiste. C'était ça, la réalité. Moi, je rajouterais une petite chose. Je demanderais à ce que les syndicats ne puissent plus être financés par l'Union européenne comme aujourd'hui, ce qui fait qu'ils sont complètement vendus à l'Union européenne par le biais de la Confédération européenne des syndicats. Je ne sais pas si tu es d'accord, Jacques. Alors, je dirais oui et non.
Non et oui. Non, parce que, en fait, quand moi je me suis penché sur la question, j'ai essayé de savoir concrètement combien les syndicats français touchaient de l'Union européenne. En fait, c'est très difficile à trouver, et moi je n'ai rien trouvé C'est caché, en fait. de Comme tout ce significatif. qui est Oui, lié au mais financement des bon, syndicats. en fait, c'est pas ça le vrai problème. C'est pas ça le vrai problème. Ils sont pas achetés. Ils sont achetés idéologiquement. C'est-à-dire, c'est dans l'idéologie que ça se Même passe. influence. Et on peut dire qu'il y a aujourd'hui le PUE, le PUE, le Parti unique européiste. Et le Parti unique européiste Je connaissais pas Ça celui-là. pue, hein. rassemble la plupart des partis de gauche et de droite, des grands partis de gauche et de droite, tous les syndicats, quasiment tous, et toute une série d'associations, même très bien par ailleurs. Et donc, c'est cette domination idéologique, finalement, qui est le plus grand danger pour les syndicats. Ce n'est pas l'aspect financier. Voilà.